Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. La communauté mondiale célèbre demain dimanche la journée internationale du tourisme. Cette 41e édition met en avant le rôle incomparable du tourisme pour offrir des débouchés hors des grandes villes et pour préserver le patrimoine culturel et naturel. Dans son message à la veille de cette célébration, le ministre en charge du tourisme relève les difficultés auxquelles est confronté ce secteur et les efforts du gouvernement pour le relancer. Lancement hier à Lomé de la phase de sensibilisation du projet de garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso. C'était en présence d'opérateurs économiques du Togo et du Burkina Faso et des représentants des organisations professionnelles de transitaires. L'idée est de sensibiliser tous ces acteurs aux enjeux et avantages du transit routier sur le dit corridor. Double investiture hier au Mali. Ndao et le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, ont successivement prêté serment comme président et vice-président du Mali, une étape dans la vie politique du pays qui devrait ouvrir la voie à une possible levée des sanctions de la CEDEAO. La NIAC a fait récemment le point sur la situation de la gestion des produits chimiques et les mesures réglementaires au Togo. Au cours d'une conférence de presse, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques a informé le public sur les différentes menaces liées à la manutention, au stockage, au transport et à la gestion de ces produits. Monsieur Oulende Ama est le président de la NIAC Togo. Il nous en parle dans cette édition. Et puis, les échos du palais, les sports et la revue de presse à suivre également, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le Premier ministre Kwame Selom Klasso a présenté hier, vendredi 25 septembre 2020, au président de la République sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Le président de la République a accepté cette démission et a saisi l'occasion pour féliciter le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale pour les efforts engagés sur les plans économiques, politiques et sociaux, ainsi que pour les résultats encourageants obtenus malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire que traverse actuellement tout le monde entier. Par ailleurs, le chef de l'État a remercié le Premier ministre pour son sens élevé du devoir. Le président de la République a chargé le Premier ministre et le gouvernement d'expédier les affaires courantes. Nommé une première fois en 2015, Kwame Selom Klasso a été reconduit en 2019 au lendemain des élections législatives. La communauté internationale célèbre demain dimanche la journée mondiale du tourisme. Cette 41e édition, marquée par la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, veut promouvoir le tourisme domestique, d'où le thème cette année, tourisme et développement rural. Dans un message à la veille de cette célébration, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kossévi Egbetonyo, a relevé les difficultés auxquelles fait face le tourisme et les efforts du gouvernement pour relancer le secteur. Yakubu Wahabou, Loku Ramos. Instituée en 1979 par l'Organisation mondiale du tourisme, cette journée entend mettre un accent sur l'importance économique et socio-culturelle du tourisme. La pandémie de la Covid ayant entraîné la baisse des chiffres, la mise au chômage partiel des entreprises touristiques, le gouvernement a pris des mesures pour soulager ces entrepreneurs. Kossévi Egbetonyo, ministre en charge du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme instigue l'humanité tout entière à la riposte à la pandémie. Ici,
chez nous, le gouvernement avait déjà pris les mesures idoines pour atténuer les effets de la crise sur la vie des entreprises et pour les accompagner dans l'organisation de la reprise des activités. La remise de 100% de majoration de retard sur le paiement des arriérés des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. La suspension de l'application des pénalités de retard pour les impôts qui arrivent à échéance au cours du deuxième semestre 2020 et la revue des pénalités au profit des entreprises qui ont subi des contrôles fiscaux. S'agissant singulièrement du tourisme, la réduction de la TVA de 18 à 10% sur le chiffre d'affaires pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Pour relancer le secteur, le gouvernement s'emploie à rénover certaines structures touristiques du pays. Retrouvons le ministre Kossévé Egbetonyan. Le département du tourisme s'emploie à réformer et à moderniser les cadres juridiques et institutionnels du secteur. Des chantiers sont ouverts cadrant parfaitement avec le thème sur lequel est placée la célébration de la Journée mondiale du tourisme cette année, notamment le lancement des travaux d'aménagement de la cascade de Omé dans la préfecture de Kloto et des hauts fourneaux de Nangbani dans la préfecture de Bassar, de même que l'exploration de nouveaux sites touristiques dans plusieurs préfectures. Par ailleurs, et dans la perspective du redémarrage des activités touristiques, il est envisagé la promotion du tourisme domestique et du tourisme de proximité. Un nouveau portail de promotion sera mis en place pour donner un nouvel élan digital et à travers les réseaux sociaux du tourisme togolais. À travers le thème retenu cette année, les gouvernements du monde entier doivent œuvrer pour que les citoyens autochtones soient les premiers acteurs de développement du tourisme. Le projet de garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso à l'étape de vulgarisation. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, l'Office togolais des recettes et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ont procédé hier à Lomé au lancement de la phase de sensibilisation sur le projet de garantie unique sur le corridor Togo-Burkina. C'était en présence d'opérateurs économiques du Togo et du Burkina Faso, des représentants des organisations professionnelles, des transitaires et ou commissaires en douane agréés. L'objectif principal de cette phase est de sensibiliser tous ces acteurs et opérateurs économiques aux enjeux et aux avantages du transit routier sur le corridor Burkina Faso-Togo afin qu'ils comprennent le projet et y adhèrent. Monsieur Rémi Moivi, premier vice-président de la CCIT. La garantie unique a suivi une évolution. En 1982, les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest ont procédé à une convention permettant de sécuriser et de garantir la facilitation des échanges entre les pays de la CEDEAO. Il fallait passer par un certain nombre d'étapes. Et nous, aujourd'hui, après négociation avec le Burkina Faso, nous lançons sur le premier corridor Togo-Burkina Faso cette garantie unique qui sera élargie aux autres pays de l'Interland. Nous sommes en train d'évoluer vers, avec le Niger également, pour aller vers une convention Niger-Togo. Il y aura une réduction de coûts. Au lieu de prendre 0,25% x 3 pour aller au Mali par exemple, là on aura une perception unique de 0,50% pour les trois pays. Selon Madame Victoire Sommet, représentante de la CCI du Burkina Faso-Togo, la garantie unique présente de nombreux avantages, dont la simplification des procédures en une seule. Madame Victoire Sommet, représentante de la CCI BF au Togo. Comme difficulté que les gens avaient à chaque niveau, chaque territoire, il faut payer le fonds de garantie. Ce paiement séquentiel entravait un peu le bon fonctionnement du transit, ce qui a amené donc les chefs d'État à instituer ce mécanisme-là pour faciliter le transit des marchandises de bout en bout. Donc, comme difficulté, vous savez que transporter de l'argent d'un bout à un autre, c'est risqué. Il y a aussi le gain de temps qu'il faut prôner dans ce cadre-là. Et il y a aussi la facilitation qui est toujours prônée par tous les pays. Nous sommes toujours en train de travailler avec la Chambre de commerce et avec la douane pour que ce mécanisme soit effectif. Le représentant de l'OTR, colonel Medjesiribi Agoro, à travers une projection, a donné des explications sur les procédures et les avantages de la garantie unique afin de susciter l'adhésion du projet. L'artiste de la chanson King Ali Sam était hier en concert VIP à Lomé, ceci dans le respect des mesures barrières.
Pendant 2 heures d'horloge, l'artiste a revisité son album, ses nouvelles chansons et l'interprétation de morceaux de King Messan et de Jimmy Hope. Ce concert constitue le prix de King Alisam à la fête de la musique édition 2020 qui s'est déroulée en ligne en juin dernier. L'artiste gospel qui chante en éve, ifé et en français veut s'ouvrir au monde. King Alisam. C'est l'émotion de joie. C'est ma première fois d'être sur une scène aussi différente que le gospel. Je suis très fier de voir ce public qui était derrière moi. Je suis un artiste gospel, j'ai déjà un album, mais présentement je pense à faire une carrière internationale. J'ai fait un répertoire universel. Je veux parler à tout le monde. Je veux avoir une niche musicale encore plus élargie. Donc je veux parler aux musulmans, je veux parler aux chrétiens, je veux parler aux animistes, à tout le monde. Donc c'est pour cela que j'ai été dans l'afro et puis j'ai été dans l'univers. King Alisam ayant représenté Tchévier lors de la compétition qui offre ce concert, le préfet du Zio, Etienne Kadevi, a fait le déplacement pour soutenir l'artiste. Il salue les dispositions prises pour le respect des mesures barrières. Nous sommes arrivés ici à Lomé pour soutenir l'artiste Ali Sam. Très satisfait. Le respect des mesures barrières a été de mise ici. Le respect de la distanciation, du port de cache-nez, de lavage des mains. Et en ce moment surtout de pandémie où tous les esprits sont affectés, je crois que de pareilles séances de récréation, si vraiment ça peut s'organiser régulièrement, ce serait une bonne chose pour la population. La préfecture de Zio regorge de beaucoup de talents. Connaissant bien la valeur de la culture dans le développement, la culture, l'art adoucit les mœurs, réunit les peuples. Le comité préfectoral de gestion de la riposte contre le Covid-19 de la COSA s'est réuni hier au palais des congrès de Kara. La rencontre a eu pour objectif de faire le point de la situation de la pandémie au niveau préfectoral et régional, puis envisager d'autres perspectives afin de lutter efficacement contre la maladie. Le directeur préfectoral de la santé, Dr Alpha Abdelkader, dresse le bilan. Il faut dire qu'aujourd'hui, la situation dans la COSA se présente comme suit. Nous avons au total 75 cas avec 69 personnes qui sont guéries et 4 encore qui sont actifs et malheureusement 3 décès. Au niveau régional, nous avons 181 cas avec 168 qui sont guéris et 9 qui sont encore sur les sites de prise en charge avec 4 décès, donc 3 dans la COSA et puis 1 au niveau de Bassar. Pour dire qu'aujourd'hui, sous l'institution de M. le Président, préfet de la COSA, président du comité, nous avons commencé par avoir des séries de discussions avec les différents secteurs d'activité. Il faut dire que ces différents échanges nous ont rassurés et ils ont promis vraiment mettre de l'heure pour pouvoir amener les populations ou bien leurs utilisateurs de leurs services à respecter les mesures barrières et nous aider à lutter efficacement contre la maladie en faisant respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement togolais. Fermé depuis en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé a rouvert ses portes le 1er août dernier. Des dispositions ont néanmoins été prises pour que cette réouverture ne soit pas la cause de l'augmentation des cas de contamination. Ainsi, tous les passagers à destination du Togo doivent être soumis à un test unique PCR COVID-19 à l'arrivée et au départ. Norama Lassé a abordé en début de semaine M. Aïkoué Stéphane, un passager en provenance de Paris. Voici son reportage. Aéroport international Gnassingbé et Adema. On arrivait à Lomé, on arrivait à la capitale, on a la grâce parce que vous êtes arrivés en bonne santé. Et là-bas, arrivé ici en bonne santé, Dieu merci. Le stress, surtout en ce moment cache-nez. Votre djembé, la bienvenue à ceux qui ont fait un voyage. Que Dieu vous amène à la maison. Bienvenue. Monsieur Aïkoué Stéphane. Monsieur Aïkoué, vous revenez de France. Comment ça s'est passé, le voyage jusqu'à votre arrivée et votre sortie du hall? Très bien passé. Une escale d'1 heure à Niamey et puis on est arrivé à Lomé. À la sortie de l'aéroport de Lomé, ma foi, j'ai été surpris par le dispositif. Contrôle sans encombre, test Covid, une file dans laquelle il fallait patienter très peu de temps.
et après télécharger l'application pour... c'est vraiment... je tire un coup de chapeau aux autorités togolaises pour ce dispositif anti-Covid. Dans l'avion, quand tout le monde était masqué, il est nécessaire de refaire le test à l'arrivée ici à Lome. Ça, tout équivoque sera levé avec le résultat. S'il y a eu une faille dans le dispositif dans l'avion, le fait de refaire un autre test ici, ça c'est une très bonne chose. Sortir du hall, cap sur votre maison, quelles dispositions? Après le test de l'aéroport, on est obligé d'être en confinement. C'est ce que je vais suivre scrupuleusement jusqu'à l'obtention du résultat. Même si le résultat est favorable, continuer les mesures pendant tout mon séjour. Et le Covid, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et que tout le monde soit attentif aux mesures barrières. Voici la situation du Covid-19 à la date d'hier. En rappel, 15 des 996 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total de cas positifs à 1722. Ces 16 personnes âgées de 13 à 62 ans se répartissent comme suit. 5 cas parmi les cas contacts, une femme et 4 hommes dans la préfecture du Golfe. 6 cas parmi les suspects, 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de Tchaoudjo, un homme dans la préfecture de Toune. 4 cas parmi les dépistés, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe, 2 hommes dans la préfecture des Lacs. 5 guéris ont été enregistrés. Ils portent le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 1312. Le nombre de décès reste inchangé à 44. Le nombre de cas actifs est de 366. À ce jour, un total de 87 158 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Au Mali, Ba Ndao a été investi hier président de transition au Mali. L'officier à la retraite et le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, ont prêté successivement serment comme président et vice-président devant le président de la Cour suprême. Cette cérémonie doit marquer le début d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois, préparant ainsi des élections générales et le retour des civils à la tête du pays. Lokou Ramos. Le président de transition, Ba Ndao, s'est engagé après sa prestation de serment à conduire une transition stable, apaisée et réussie dans les conditions et les délais convenus. Il a également assuré que le Mali respecterait tous ses engagements internationaux. Cette double investiture devrait ouvrir la voie à une possible levée des sanctions imposées au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais les représentants de la CEDEAO, présents dont l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, médiateurs dans cette crise, ont indiqué dans un communiqué que les sanctions seront levées lorsqu'un premier ministre civil sera nommé. C'est Ba Ndao, un colonel-major à la retraite, qui nommera le premier ministre selon le plan de transition retenu par la junte. Dans son réquisitoire, le procureur de la Cour suprême est revenu sur le parcours des 2 hommes avant d'insister sur l'ampleur des défis qui les attendent. Il s'est ensuite adressé au président pour le rappeler à sa responsabilité d'appliquer la justice en plaidant pour la libération des anciens responsables arrêtés lors du coup d'État du mois d'août. Lokou Ramos, merci. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la candidature avait été invalidée par le Conseil constitutionnel, marque un point. La Cour africaine des droits de l'homme a ordonné la suspension de sa condamnation par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du cas de la BCEAO et sa réinscription sur la liste électorale. Une victoire donc pour l'ancien président ivoirien. Pour autant, sa radiation n'était que l'un des 3 arguments avancé par le Conseil constitutionnel pour justifier le rejet de sa candidature à la présidentielle prochaine. Présidentielle aussi en Guinée, l'UFDG, principal parti d'opposition, se lance à son tour dans la campagne pour la présidentielle du 18 octobre prochain.
Son candidat, Cellou Dalein Diallo, qui mène sa 3e campagne présidentielle face au président sortant, a fait son retour, dans la capitale Conakry, où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour voir passer l'opposant, tandis que le parti au pouvoir mobilise dans l'intérieur du pays. L'UFDG a réalisé une démonstration de force à Conakry où il a largement remporté les élections communales de février 2018, pendant que le RPG, parti au pouvoir, lui, bat campagne dans l'intérieur du pays. Et nous abordons à présent la deuxième partie de ce magazine. Les armes et les produits chimiques, on en parle rarement. Et la population, elle, ne maîtrise pas grand-chose. Au lendemain des explosions de Beyrouth au Liban, causées par un stock de nitrate d'ammonium, les autres pays prennent des dispositions pour anticiper sur tout drame. Au Togo, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo, intensifie la lutte en matière de gestion de ces produits. Lors d'une conférence de presse le 11 septembre dernier, elle a évoqué les menaces liées à la manutention, au stockage, au transport et à la gestion des produits chimiques. Son président, M. Oulende Ama William, en a profité pour informer les populations sur les règles générales de sécurité et de sûreté dans la zone portuaire et en entreprise. Nous recevons donc ce samedi M. Oulende Ama William, président de l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à ANIAC Togo. Il nous parle du point de presse du 11 septembre dernier, de la manutention, du stockage, du transport et de la gestion des produits chimiques, des actions de l'ANIAC au Togo et enfin de ses moyens d'action. Monsieur Oulende est interrogé par Gabriel Ayena. Monsieur Oulende, bonjour. Bonjour Monsieur Ayena. Vous êtes le président de l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à ANIAC Togo. Dites-nous, qu'entend-on par ANIAC et quels sont ses objectifs? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour échanger sur la problématique de la gestion des produits chimiques. En effet, notre pays, le Togo, est état partie à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui est entrée en vigueur depuis le 29 avril 1997. Cette convention stipule en son article 5 que chaque État partie a l'obligation de créer une autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques chargée de mettre en œuvre les dispositions de la Convention au plan national. À cet égard, le gouvernement togolais a mis en place le 4 novembre 2015 par décret numéro 2015-082-PR l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques du Togo, ANIAC Togo. En tant que structure nationale, ANIAC Togo poursuit plusieurs objectifs. L'un des objectifs est de servir de centre national de liaison en coopérant étroitement avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et les autorités nationales des États parties en vue de l'exécution des obligations de la Convention. ANIAC a pour objectif de veiller à l'application stricte de la Convention par toute personne physique ou morale se trouvant sous juridiction et sous contrôle de l'État togolais. L'ANIAC a pour objectif d'assister le gouvernement dans son plan national de lutte contre les armes chimiques, d'élaborer les stratégies pour proposer les actions à entreprendre pour la mise en œuvre de la Convention, coordonner les actions des différents départements ministériels allant dans le sens de la mise en œuvre de la Convention. Elle organise des séances de sensibilisation avec les opérateurs économiques et les chercheurs sur les produits chimiques frappés d'interdiction par la Convention. L'ANIAC a pour objectif aussi de solliciter l'assistance de l'OIAC ou toute autre institution en vue de l'application de la Convention. Elle a pour objectif aussi de procéder à l'inspection des sites des produits chimiques. Elle veille enfin surtout à sensibiliser sur l'utilisation rationnelle et sécurisée des produits chimiques. Voilà entre autres objectifs assignés à l'ANIAC. Quand on parle d'armes chimiques, c'est quoi? Une arme chimique est d'entrée aussi un produit chimique. Et tout produit chimique utilisé, stocké ou transporté hors de son cadre de prescription et d'une manière inappropriée est potentiellement une arme chimique.
D'après la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, on entend par armes chimiques tout produit chimique toxique et ses précurseurs. Un produit chimique toxique est un produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer la mort chez les êtres humains ou les animaux, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Aussi, un précurseur est un réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Le 11 septembre dernier, vous étiez face à la presse pour évoquer justement les dangers liés au stockage des produits chimiques. Qu'est-ce qui a été concrètement fait? En effet, le vendredi 11 septembre 2020, l'ANIAC Togo a organisé un point de presse à son siège pour attirer l'attention du public et les acteurs du secteur industriel du Togo sur les risques liés à l'utilisation, au stockage et au transport des produits chimiques en général et en particulier les sensibiliser sur les mesures préventives à observer afin de minimiser ces risques. L'utilisation des produits chimiques à des fins de développement socio-économique des États et leur dépendance à leur égard fait de leur production l'un des secteurs les plus importants et les plus mondialisés de l'économie planétaire. Force est de remarquer de nos jours que plusieurs milliers de produits chimiques sont déversés sur le marché et des centaines sont créés au quotidien. Ces produits chimiques jouent un rôle clé dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'industrie, l'environnement, la recherche, le domaine des mines, du textile et de la santé. Si les produits chimiques sont d'une grande utilité, il ne demeure pas moins qu'ils demeurent une source de menace lorsqu'ils sont utilisés, stockés ou transportés dans des conditions inappropriées. Voilà justement le fondement de notre point de presse. L'autre sujet important de ce point de presse a porté sur le phénomène du double usage des produits chimiques. Certains produits chimiques sont parfois détournés de leur usage primaire pour d'autres fins. C'est le cas du chloroforme, utilisé comme eau de boisson et vendu sur le marché. Ce produit, désigné sous le nom de Sukudai, Cap-Cap, Ndjara et que sais-je encore, est un produit hautement cancérigène et consommé à tort par nos populations comme produit de lavage du tube digestif et des poumons. Nous avons aussi à ce niveau attiré l'attention du grand public sur ces pratiques dangereuses des produits chimiques et sur la santé et l'environnement. Certains produits chimiques sont détournés de leur utilisation primaire à des fins qui constituent, Monsieur le Président, de réels dangers permanents pour la santé humaine et environnementale. Alors, la position de l'ANIAC face à ces mauvaises pratiques? Le phénomène du double usage des produits chimiques est une source de grande préoccupation. La position de l'ANIAC à ce sujet est très claire. L'ANIAC œuvre à lutter contre ces pratiques à travers la sensibilisation, à contrôler l'importation, l'exportation et l'utilisation des produits chimiques au Togo, à aider les sectoriels à prendre des mesures réglementaires en vue de rationaliser l'utilisation de ces produits chimiques. Elle invite à exhorter tous les acteurs impliqués dans la gestion des produits chimiques à observer des mesures de prévention liées à la sécurité et à la sûreté de ces produits. C'est le lieu pour nous, à ce jour, de saluer la signature conjointe de l'arrêté interministériel numéro 2017, signé conjointement par le ministère de la Santé, le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, portant interdiction d'importation et de production, de conservation et de commercialisation de boissons et d'aliments traités au chloroforme ou ses dérivés au Togo. Le monde devient de plus en plus dépendant des avantages apportés par les produits chimiques dans la plupart des secteurs de l'économie. Alors, au vu des catastrophes survenues au port de Beyrouth récemment, le 4 août dernier, peut-on espérer un jour abandonner totalement ces produits chimiques? Comme nous l'avons dit tantôt, les produits chimiques jouent un rôle capital dans le développement de nos sociétés et dans la promotion de l'économie de nos pays. La commercialisation de ces produits est un support de croissance pour nos économies. Il ne s'agit pas ici d'interdire les produits chimiques dans leur ensemble, mais d'avoir une traçabilité de ces produits et les gérer durant tout le cycle de leur vie, c'est-à-dire dès leur fabrication jusqu'à leur utilisation finale ou leur destruction. Il s'agit en fait de gérer rationnellement ces produits chimiques pour qu'ils ne constituent pas des sources de danger à la vie humaine et animale et à l'environnement. À cet effet, toutes les structures en charge de la gestion des produits chimiques sont invitées à y travailler en synergie. Monsieur Koumlédé, alors, quelles sanctions pour les contrevenants?
Le rôle de l'ANIAC est de sensibiliser les acteurs du monde chimique sur les dangers auxquels ils sont exposés au quotidien et les amener à prendre conscience des dispositions réglementaires en vigueur. De ce fait, l'ANIAC Togo s'attelle à faire respecter la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. L'avant-projet de loi sur l'interdiction des armes chimiques a prévu des sanctions au cas de non-respect des dispositions de la Convention. Tout contrevenant à ces dispositions s'expose à la loi en vigueur dans notre pays, le Togo. Les sanctions en cas d'infraction sont déjà prises en compte dans le code pénal togolais. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Merci pour la disponibilité. Alors, de quels moyens dispose l'ANIAC pour mener à bien ces actions? Pour réussir sa mission, l'ANIAC Togo tire ses forces de la coopération technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et des travaux de ces 3 commissions. En matière de coopération technique, l'ANIAC Togo bénéficie des opportunités de la coopération internationale entre les États partis à la Convention. Cette coopération porte notamment sur le parrainage dans la recherche, l'assistance juridique, le renforcement des capacités des experts, les stages spécialisés à l'endroit des sectoriels, la formation à la gestion des produits chimiques. Au plan national, les programmes de l'ANIAC Togo sont mis en œuvre par 3 commissions. Il s'agit de la commission investigation, la commission juridique et la commission sensibilisation. La commission investigation est chargée du contrôle de conformité des produits chimiques existants sur le territoire togolais. La commission juridique est chargée de tous les aspects juridiques concernant la Convention. La commission sensibilisation est chargée d'élaborer les stratégies de communication pouvant faciliter la mise en œuvre de la Convention. Voilà qui est dit M. Mouledéama William. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANIAC Togo. Votre message à l'endroit de la population. La menace chimique est réelle au jour d'aujourd'hui. Il importe que des actions concertées soient menées pour une gestion efficace de tous les produits chimiques qui entrent sur le territoire togolais. L'ANIAC voudrait attirer l'attention de la population sur les désagréments que peuvent causer les produits chimiques lorsqu'ils sont utilisés, stockés ou transportés d'une manière inappropriée. Il est très important de connaître la nature d'un produit chimique avant son utilisation. Tout produit chimique dispose d'une fiche de sécurité délivrée par le fournisseur et qu'il faut consulter à tout prix. Des signes appelés pictogrammes sont toujours apposés sur les étiquettes des produits chimiques. Il est important de connaître leur signification. L'ANIAC est dans un rôle de prévention des risques liés aux produits chimiques. Elle invite toute structure ou toute personne désireuse d'avoir de plus amples informations à l'approcher à son siège situé derrière le Palais des Congrès et derrière le ministère du Commerce. L'ANIAC Togo peut être visité sur son site web www.aniactogo.org ou être contacté au 22 21 31 51. J'exhorte tout un chacun à nous accompagner dans cette œuvre exaltante de lutte pour l'avènement d'un monde débarrassé des armes chimiques. Monsieur le Président, merci. Je vous remercie encore une fois pour cette opportunité que je qualifie de salutaire. Écho du Palais. Le nommé Kodjo Eric, âgé de 24 ans, a été condamné par la cour d'assises de Lomé à 10 ans de réclusion criminelle et a versé une amende de 3 millions de francs CFA. Le sieur Kodjo Eric est accusé pour interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Les faits remontent au 2 mai 2012. Le nommé Kodjo Eric, né en 1993, demeurant à Damavo, célibataire sans enfant, a conduit mademoiselle Bablavi Dado, sa compagne, qui était en état de grossesse, au cabinet médical Secours médical Jésus Sauve, en vue de la faire avorter. Malheureusement, l'opération a mal tourné et a entraîné la mort de celle-ci. Suite à ce drame, Kodjo Eric, ensemble avec le nommé Kossi Maouli, transportèrent le corps de la victime pour l'inhumer clandestinement à Mayakopé dans la nuit du 4 mai 2012 aux environs de 1h du matin. Les nommés Ruben et Maouto ont pour ce faire apporté leur concours à leur ami Kodjo Eric lors de cet enterrement. La maman de la victime, la nommée Adjete Missiafan, étant restée sans nouvelles de sa fille, Blavidado, a saisi à cet effet l'unité de gendarmerie de la brigade de Baguida à Lomé.
Les recherches menées ont abouti à l'interpellation le 24 mai 2012 du nommé Kodjo Eric qui a été déféré et inculpé d'interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort et complicité, les autres ayant pris la fuite. En enquête préliminaire comme à l'instruction, le nommé Kodjo Eric a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Même si le parquet avait requis 6 ans de condamnation, lors de l'audience, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle plus une amende de 3 millions de francs CFA. L'accusé étant très jeune au moment des faits, l'avocat, Maître Amenye Noteko, pense que la Cour devait en tenir compte. Le parquet maintient qu'il avait 18 ans. Nous disons qu'il avait 17 ans. Cette différence d'un an-là, en tout cas, ce que cela ne remet pas en cause, c'est qu'il était très jeune au moment des faits. Donc ce sont des circonstances dont nous avons voulu que la Cour tienne compte au moment de sa décision, mais malheureusement, elle n'en a pas tenu compte. Le parquet général l'a bien remarqué et avait requis une peine de 6 ans. C'est vrai que la Cour n'est pas liée par les réquisitions du parquet, mais le parquet qui a pris la peine de fouiller le dossier, même si nous ne nous sommes pas entendus sur l'âge de l'accusé, a quand même tenu compte de l'ensemble de ces circonstances atténuantes pour requérir 6 ans. Donc que la Cour dise non à l'unanimité, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, j'avoue que je tombe des nues. Il faut noter que les 3 autres accusés, toujours recherchés suivant un mandat d'arrêt, sont aussi condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Du sport, journée FIFA et éliminatoire de la CAN Cameroun 2021, les dates se précisent davantage pour les éperviers du Togo qui joueront en octobre prochain en Tunisie. Fidèle Mawina. La sélection nationale se jaugera contre 3 adversaires. Sur le compte Twitter de la Fédération togolaise de football, on apprend qu'en Tunisie, où ils seront en stage, les éperviers rencontreront la Libye le 8 octobre en amical 4 jours plus tard, notamment le 12, ils seront face au Soudan. Mais avant cette date, Claude Leroy et sa suite se mesureront à une équipe de première division tunisienne le 9 octobre. Ces rencontres serviront de test pour Jane Dakonam et ses coéquipiers qui ont rendez-vous en novembre prochain avec les Pharaons d'Égypte en double confrontation dans le cadre bien sûr des éliminatoires de la CAN 2021. Pour ces 3 matchs, le coach français a fait appel à 25 joueurs, dont 5 nouveaux. À quand la reprise des championnats de football au Togo? C'est la question qui taraude l'esprit des acteurs du courant. Difficile de répondre à cause bien sûr de la crise sanitaire qui ne livre toujours pas ses derniers secrets. Mais pour garder les automatismes avant un probable démarrage, certains joueurs continuent de faire individuellement des exercices. Rugby, pour clore cette page des sports, Bernard Laporte, en garde à vue, l'actuel président de la Fédération française de rugby, soupçonné d'avoir usé de son influence en faveur de Montpellier, se trouve toujours en garde à vue depuis mercredi dernier, après avoir été entendu. Claude Hatché, directeur du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2023, et Mohed Altrad, président du club de Montpellier, sont également placés en garde à vue par la police financière suite à l'enquête préliminaire ouverte et dirigée en 2017 par le parquet national financier. La revue de presse à la une des parutions cette semaine, le démantèlement d'un réseau de malfrats, l'élection de Madame Victoire Tchamdia au Comité des droits de l'homme des Nations Unies et le rebasage du produit intérieur brut du Togo. Revue de presse, c'est avec Léontina Togima. Repassage du PIB, plus de marge de manœuvre pour plus d'actions de développement, titre Togo Matin. L'éveil de la nation renchérit, indicateur économique et richesse nationale, le PIB du Togo en hausse de 36,5%. Abondant dans le même sens, le journal Économie et Développement se demande la valeur ajoutée au panier de la ménagère.
avec cette réévaluation du PIB. Le journal s'explique que le feu vert s'allume pour les activités et les flux de l'économie nationale suite à la migration du système de 1993 au système de comptabilité nationale 2008. Selon l'hebdomadaire, le rebasage du PIB togolais est un processus qui consiste en un changement de l'année de base des calculs en une application des nouvelles méthodes adoptées par la Commission statistique des Nations Unies. Et selon le rapport annuel de l'UEMOA, le PIB a progressé de 6,1% en 2019, ajoute l'économiste du Togo. Ceci grâce à la migration dans le référentiel comptable, estime l'Union pour la patrie. Le PIB du Togo passe de 2618,1 milliards de francs CFA à 3574,4 milliards de francs CFA, résume Arakiri. Lutte contre la criminalité, la police nationale désillusionne un gang lourdement armé, note temps nouveau. Braquage, vol à main armée à Lomé, Kogo John Jerry alias Sherman et sa bande mis aux arrêts, remarque également Vérité des peuples. Vu cette bonne pêche de la police nationale, Togo Matin se rend compte que le dispositif sécuritaire n'est pas aussi inefficace qu'on le pensait. Pour l'apparition La Renaissance, le lieutenant-colonel Yavio Paoul est toujours dans ses réflexions entre la police de proximité, le coup de la presse pour la mise hors d'état de nuire de ces brigands. Covid-19 et la rentrée scolaire 2020-2021, le ministre Achadidi rassure des mesures prises par le gouvernement, écrit Nouvelle Opinion à sa une. Le ministre a expliqué qu'une commission est mise en place pour travailler sur les dispositions à prendre afin d'assurer la rentrée avec la préservation des élèves et enseignants contre le Covid-19. Ainsi, des travaux se feront en amont bien avant la reprise des classes, luttant dans les colonnes de l'hebdomadaire. Les candidats au concours de recrutement de l'OTR, eux, composent le 17 octobre prochain, rappelle l'économiste. Et puis, la Togolaise Victoire Koboya Chamja est élue au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, souligne Togo Réveil. Un rayonnement sans impact sur la situation des droits de l'homme dans le pays, estime Liberté. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du magazine Pluriel. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Voici pour suivre rubrique sensibilisation. Aujourd'hui, Alice Barandao nous parle de la virulence et de la nécessité de toujours rester vigilant dans nos gestes quotidiens. Suivez plutôt. Le virus corona est hautement pathogène et rapidement contagieux. Il sème des hécatombes dans les pays. Dr Tosa Kokou du comité technique de lutte contre le coronavirus au ministère de la Santé. Pourquoi ce virus est si virulent et vraiment à craindre? Merci pour l'effort que fait Radio Lomé pour répercuter les orientations données par le gouvernement et le ministère de la Santé dans ce fléau qui atteint le monde depuis plusieurs mois. Et le virus du Covid-19 est effectivement à craindre, sinon que ce virus pose un problème de santé publique majeur. L'OMS l'a déclaré, urgence de santé publique de portée internationale. L'urgence est montée, c'est devenu une pandémie. Et qu'à cela ne tienne, les chiffres de malades, les chiffres de décès qui sont publiés de par le monde montrent déjà que c'est un problème très sérieux qui n'a pas de limite, qui touche tous les pays pratiquement, qui touche beaucoup de familles. Et nous sommes tous à risque au jour d'aujourd'hui, d'autant plus que le risque est aujourd'hui très élevé partout. Et ce virus a une capacité de transmission très élevée, et d'autant plus que des personnes qui ne sont même pas malades, que nous appelons des personnes asymptomatiques, peuvent et hébergent le virus et qui peuvent le transmettre. Vous savez que le virus se transmet par les gouttelettes de morve lorsqu'on éternue, les gouttelettes de salive lorsqu'on tousse, mais aussi une personne qui n'éternue pas, qui ne tousse pas, je l'ai dit tout à l'heure, asymptomatique, peut porter le virus.
Donc, quand elle parle, les gouttelettes de salive que cette personne émet, si ça atterrit sur son interlocuteur ou bien ça atterrit sur une surface, ça peut être source de contamination. D'autant plus que ce virus peut séjourner plusieurs heures sur la surface d'une table ou sur une surface quelconque sur laquelle on a émis donc des gouttelettes de salive ou de morve. Donc cela donne à ce virus une capacité de transmission très forte et combinée au brassage des populations, cela devient un problème très sérieux. Et je le dis tout de suite, les mesures barrières qui sont préconisées restent la majeure. Ce n'est pas autant la capacité de soins que la prise de conscience de tous les citoyens pour adopter les mesures barrières qui sont proposées par le gouvernement et les services techniques. Alors, Dr Tosa Koko, rappelez-nous encore et encore les gestes qui sauvent pour nous prémunir contre le virus du corona. Il est recommandé à la population d'éviter les contacts étroits et de respecter les mesures barrières. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Une distance, il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre premièrement. Deuxièmement, quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tousse par exemple éternue, dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Et ou bien vous toussez dans le creux du coude, ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que nous venons de dire que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Alors là, c'est parti. Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Faisons de notre mieux pour ne pas constituer un foyer de contamination du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg